Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce 4e épisode de la saison 3, nous continuons corps et âme à parler des films inspirés de faits réels. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer au serial killer. Tiens. Le serial killer. Au quoi? Tiens. Bon voilà, donc c'était vraiment beaucoup mieux fait dans la C'était de la peur quand même, Oui. que bruité à la bouche, hein, ça c'était dégueulasse. Des gens poignardés, des enquêtes qui piétinent, des menteurs psychotiques et des femmes qui se jettent de leur voiture avec leur bébé. C'est au programme de ce nouvel épisode du podcast Sans Visage et c'est maintenant. Attends. Quoi? Est-ce que je peux dire un truc? Parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, j'aimerais bien faire une petite chanson. Attends, excusez-moi, mais vous êtes qui? Je suis David, magicien. Ah d'accord, allez-y. Donc voilà. Do up dap 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 do up deep dap dap do up dap 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 do. Allez tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe? On a changé le podcast. Est-ce qu'il y a un jeu de mots derrière ça ou pas du tout? Pas du tout, c'était cherche- pour vous. J'adore Nirvana. C'était pour que vous l'ayez dans la tête. Je crois que c'était le groupe le Manson ou un truc, il allait nous faire un truc comme ça, tu vois, les Ouais, Manson. mais non, mais oui, c'était Manson. Plus besoin de générique alors, c'est bon. Eh bien, merci David. Oh là là. On va pouvoir lancer tout de suite le générique. Je vois que tu me fais du clin d'œil, je le couperai, t'inquiète pas. Merci. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment tu marrant? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me tapes dans la gueule. Il y en a une qui s'est parfumée à mort dans le coin. C'est la période difficile du mois. Putain, je te jure. Pardon. Ça suffit, je vais faire des cauchemars pendant 3 mois déjà avec ces conneries. Et donc on essaye toujours de s'écarter de l'horreur, mais on y revient toujours un peu au final, hein, la preuve. ta mère. Allez, ça commence avec la barque sur maman. En plus, elle nous écoute, ma mère, alors arrête. On l'embrasse. Oui, c'est pour elle qu'on fait ce podcast. Arrêtez de l'embrasser justement, c'est là où est le problème. Je reprends toute ma phrase que j'avais écrite juste pour lancer ma blague. Allez, vas-y. Arrêtez de me couper. Donc je vous disais qu'on s'écartait toujours de l'horreur, mais on y revient toujours un peu. La preuve, je suis avec mon équipe de chroniqueurs que je vais vous présenter tout de suite. Il nous conseille des shows télé tous les jours, mais on les regarde jamais. C'est notre tueur de série. Bonjour David. Salut. T'as oublié doo-wap. Il revient pour nous chanter Doo Wop. Je sais pas si c'est une bonne c'est chose. ce que j'ai chanté tout à l'heure. C'était lui. C'est ça. Il écrit des codes que personne n'arrive à lire, mais il est payé pour cela. C'est Adrien. Bonjour c'est Adrien. Bonjour. Comment vas-tu? Ça Merci. Tu es surpris et à la fois d'accord avec ce que je dis. Je savais qu'il allait te présenter, normalement. Il s'est dit c'est totalement précis, c'est C'était une incroyable. insulte, mais une insulte précise, oui. Oui, c'est c'était sympa. très possible. Je dévoile un peu plus à chaque fois sur les chroniqueurs. T'as vu? À chaque fois, je dis là, les gens savent que maintenant tu es Je sais pas ce que tu Timide. nul. Tu n'es qu'une merde. Il est profiler car il passe des heures sur ton profil Facebook. C'est Joss. Bonjour Joss. Bonjour. Effectivement. Voilà. Donc si vous voyez une de vos photos likées qui date de 2007, c'est que Joss est dessus. Voilà. Et Vous recevez une notif Facebook en 2021 déjà, ce qui est de plus en plus rare. C'est vrai. Oh, Oh, tu m'abuses. C'est vrai. Cela est Tu vrai. fais partie des gens qui disent que Facebook est pour les vieux. Et figure-toi. Ok, Mort, figure-toi que Facebook tu as est mort, raison. oui. Mais figure-toi que Joss a 60 ans. Ah, À la l'intérieur- progeria inversée en fait. Même à l'intérieur, je suis déjà mort. Mais je Ça ne se le sais voit pas à encore. l'extérieur. Oui. Ça se voit pas, mais ça se sent un peu. Il a déjà tué quelqu'un avec un coffret de Senseiya. C'est le tueur du Chevalier du Zodiac. Bonjour Juan. Ah, Tu savais pas que je parlais d'un tueur que tu regardais dans les airs. C'était très surprenant. Mais oui. Je ne m'y attendais pas. Bonjour. Et Juan est notre invité. Bonjour. c'est vrai. On l'applaudit. merci. Alors, je vais vous suis ravi d'être présenter. là. Ah, déjà, dis-le que tu es ravi. Ah, je viens de le dire. Je suis ravi. Il est ravi. Je croyais qu'il était Juan. Oh, ta Oh gueule. là Ah là. putain, mais débranchez. Oh, il est son pénible. micro. Débrochez chez le. Débranchez-le. Donc déjà, Juan, c'est un ami, hein, on peut le dire, c'est un ami personnel. Les autres ne le connaissent pas, donc je l'invite à la table allègrement. Déjà parce que c'est une sommité dans la technicité des tables de mixage. En fait, C'est faux. non, pour moi, tu es Monsieur Sennheiser, en fait. Très bien. C'est moi. Alors je raconte la petite histoire parce que je suis sûr que ça intéresse tout le monde. Quand on a commencé le podcast, on s'est dit putain, on va se prendre du matos. Et du coup, Juan était la personne que je faisais chier environ, on peut le dire une fois par jour environ, pour dire oh comment ça marche la table, ça veut dire quoi XLR? Alors, c'était pas le fait de me demander qui faisait chier, c'est que tu m'envoyais des audios sur WhatsApp. Et ça, alors, dans la vie de tous les jours, quand t'as Oui. des écouteurs sur les oreilles parce que tu te déplaces pour le taf, c'est cool les audios. Mais quand t'es confiné chez Watt et que t'as rien d'autre à foutre que de lire des messages, écouter des audios,
Bah, c'est chiant. Ah d'accord. Mais Voilà. écoute, tu n'entendras plus jamais ma voix. C'est fini. Il y a un truc qui s'est cassé là. J'y vais du coup parce que. Voilà, ça va être drôle. Bon, merci en tout cas de nous faire le plaisir d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu plus pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Juan, je pratique des activités liées à l'audiovisuel et au cinéma, ainsi que le podcast avec une bande de joyeux lurons qui s'appelle Pardon Maman. Et qu'est-ce que c'est, pardon maman? C'est un podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Je viens vraiment d'utiliser la phrase d'intro du podcast. Oui, c'est vrai que c'est exactement ça. Voilà. Et c'est un très très bon podcast que j'invite nos deux auditeurs, donc ma mère et la mère de Chose, Oui. à aller découvrir. Vu le titre, moi je suis un peu déçu, je m'attendais pas à ça. J'avoue, pardon. C'était l'idée. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté pour savoir ce que c'était et qui sont restés ou pas. Voilà. Eh bien, très bien, merci à toi, Juan, et puis sois le bienvenu, et n'hésite pas à intervenir pour dire du caca, parce que il y a Merci. assez de personnes qui disent du caca autour de cette C'est table. le pot de caca sans visage. Et je regarde Joss dans les yeux, Oui. évidemment. Évidemment. Plein de caca. Donc nous allons commencer tout de suite par la première rubrique de notre émission, où j'ai imposé 3 films sur des tueurs en série à mes collaborateurs, et cette rubrique, c'est l'impose ton style. Très bien. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Alors les 3 films de cette sélection du plus vieux au plus récent sont Monsieur Verdoux de 1947, de et avec Charlie Chaplin, qui va nous parler du tueur Landru. Le deuxième est La Balade sauvage de 1973 de Terrence Malick, et qui nous parle du tueur Charles Starkweather, je sais pas si je dis bien. Et le dernier c'est Zodiac de 2007, réalisé par David Fincher, sur le tueur du Zodiac. C'est dans le titre, il n'y a pas de piège. On va commencer par le plus vieux des 3, c'est Monsieur Verdoux de 47 de Charlie Chaplin. De quoi ça parle, Monsieur Verdoux, David? Mais c'est très simple, ça parle de Charlie Chaplin, Henri Verdoux, Non, Monsieur Verdoux. Ah oui, il faut le dire à la française. Oui, parce que... Monsieur Verdoux, Monsieur Verdoux. qui drague des petites femmes riches pour les éliminer et prendre leur fortune. Voilà. Riche et laide. Riche et laide. Putain, c'est Mais clair la beauté est intérieure. Mais C'est ça. La beauté C'est dans le parce compte qu'elles en sont en banque. noir et blanc que tu dis ça. Non, c'est important dans le film. Elles sont riches. tant qu'il a la fortune. Elles sont riches et veuves aussi. Ça Et veuve, joue beaucoup. oui, Ah, c'est pour ça que le mari est pas là à chaque fois. C'est ça. c'est ça. En fait, il est parti acheter des clopes. Mais Monsieur Verdoux est En même veuf. temps, moi j'ai regardé Jumanji. Monsieur donc, Verdoux est moche. Et veuf. Et veuf. Mais pas du tout. Plein de fois. Ah oui. il est- Eh oui, eh par oui, la eh force oui. des choses. Eh oui. C'est ça. Mais après, moi je les trouve mignonnes, les femmes. hein. Moi j'aime toutes les femmes. Est-ce que tu veux faire un appel? Peut-être qu'il y a des gens qui vont t'écrire. Si vous êtes moche, c'est en noir et blanc. Non, mais du coup, tu me fais penser que je vais direct passer pour un connard. Mais, Mais c'est oui. vraiment dans la thématique du film. Le fait qu'elle soit moche, c'est voulu. C'est pas Oui. moi qui les trouve moches. Non, non, elles sont belles. Ah bon? Pourquoi tu dis que c'est dans la thématique du film? Bah, en fait, le but c'est de les rendre les plus insupportables possibles. Puisque je vais peut-être un peu vite, un peu loin là, parce qu'on a même pas encore Oui, commencé mais à vas-y, parler. ça m'intéresse. Vas-y, Oui, vas-y. vas-y. Commence par la Mais fin. le principe du film, c'est de justifier tout ce qui est immoral, et donc il essaie de justifier les meurtres, et plusieurs procédés qui sont utilisés, mais dans la mise en scène, un des procédés qui est utilisé, c'est d'avoir utilisé des actrices qui sont insupportables, et qui ont un visage agressif, pour la plupart. C'est vrai que c'est agressif à la pupille, on est d'accord. Oui, effectivement. Autre truc notable aussi, c'est que c'est pas seulement un assassin, ce Monsieur Verdoux, c'est aussi un employé de banque au chômage. Un ancien employé de banque, ouais. Oui, d'où au chômage. Là, si Oui. tu me laissais finir mes phrases. Un ancien. Voilà. Et du coup, en Au fait, chômage. ça se passe pendant la crise de 1929. Voilà, suite La meilleure. la meilleure, Oui. celle qu'on aime. Et Ah. du coup, c'est grâce à ça Le bon temps. Enfin, c'est à cause de ça ou grâce à ça, je sais Mhm. pas, qu'il devient tueur en fait. Parce que dans le background de son personnage, il a une femme en fauteuil roulant, et il a des Handicapé, enfants. ouais. Je sais pas combien il a d'enfants d'ailleurs, 3 ou 4. Un enfant, non On en voit un à l'écran, Ouais. mais je crois avoir lu qu'il en avait deux, dans un pitch. Enfin, Ouais, c'est Landru, il bizarre. en avait 3 ou 4. Ouais, ouais. En Ouais, tout cas, mais- dans le film, on en voit qu'un. On en voit qu'un. On en voit Son qu'un, fils. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est ça. D'ailleurs, il a vraiment l'enfant Kinder. Tu sais, c'est l'enfant c'est ça. parfait quand il oui. arrive. Papa. Tu nous offres une gourmandise. C'est Oui, vraiment mon journal. l'enfant américain qui joue le français, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On en parlera de ça d'ailleurs. Très bien. Bon, bah, écoutez, j'ai hâte d'avoir vos avis sur ce film. Du coup, peut-être on va commencer par notre invité. Juan, qu'as-tu pensé du film? Ah, alors, ce que j'en ai pensé globalement, c'est très très loin d'être un des meilleurs Chaplin, pour moi. Filmiquement, il y a beaucoup de défauts, mais il y a 2-3 fulgurances en fait. Et le film est aussi, on va en parler parce que dans les 3 films qu'on a choisis, ils étaient assez longs dans l'ensemble. C'est vrai. Et il y a des films longs où il se passe beaucoup de choses. Et là, on a une suite de sketchs huis clos, plus ou moins, si on veut. Ça traîne un peu sur la longueur par moment. Et il y a des scènes magnifiques, comme la scène de l'escalier, par exemple, si vous voyez de laquelle je parle. Ce plan séquence où il monte, la nuit passe, on arrive au matin, il redescend avec le même mouvement de caméra. Splendide. La scène de danse du bal ou l'argumentaire avec la femme et le verre de vin. Splendide. Mais entre-temps,
Il y a pas mal de scènes anecdotiques et un peu insupportables, notamment avec un des personnages féminins, et c'est celui qui est malheureusement le plus présent. Et ces scènes-là étaient parfois un peu longues. Je pense à la scène de la barque qui est assez interminable. Ouais. On est d'accord que ce personnage, c'est Mado la niçoise. Absolument. Oui. Pourquoi tu dis ça, je comprends pas. Mais David la trouve très belle, apparemment. Moi, tout me va bien. Hein, J'avais le pognon qu'elle a aussi. oui. Cette femme. Ouais, tout ça pour dire que c'était les débuts de Charlot en parlant et ça se voit. Et le problème, c'est que quand on veut commencer à faire du parlant et qu'en plus on veut commencer à être le réal, bah ça se voit un peu quoi. Il y a vraiment des moments où ça cherche ses marques au sol, etc. Et moi, ça m'a sorti pas mal du film parce qu'il y a des. On voit comment ça a été fait, ce qui est pas gênant, mais ça peut sortir un petit peu de l'histoire. Et déjà que l'histoire est pas forcément hyper prenante parce que très répétitive à mon goût. C'est très loin d'être un de mes Chaplin préférés. Mais je suis désolé de t'arrêter, mais Charlie Chaplin aussi, il a pas l'habitude de faire du parlant. Oui. Pour lui, c'était tout nouveau. Et c'est ce que je viens de dire. Et ouais. Et donc, non, mais du coup, pour du parlant et pour du Charlie Chaplin, je trouve qu'il était cool ce film, quoi. Vraiment, par rapport à ça. Après, je trouve pas que ce soit un mauvais film. Ouais. Simplement, la promesse qu'il y avait derrière, si on regarde les bandes annonces de l'époque, le nouveau grand film de Chaplin et Orson Welles, c'était les Avengers pour l'époque, ce film. Oui. Oui, alors Pourtant, il s'est planté. Orson Welles c'était au scénario. Oui. Orson Welles c'était au scénario, ouais. Mais pour préciser que devait faire ce film. Charlie Chaplin a racheté le film à Orson Welles parce qu'il voulait pas Être dirigé par Orson ouais. Welles, quoi. C'est un truc de ouf, quand même. Oui, pour ceux qui le savent pas, Charlie Chaplin était un peu un psychopathe de tout, en fait. Il fallait qu'il maîtrise tout le temps. C'est ça. Et après, c'est un film beau. Il y a des très belles choses dans ce film. Encore une fois, il y a des séquences qui sont magnifiques. Mais pour moi, c'est un peu foiré, quoi. On est tolérant avec ce film parce qu'il est ancien, parce qu'il y a 2-3 scènes qui le sauvent vraiment. Mais est-ce qu'il mérite ses galons? Pas forcément, pour moi. Évidemment. Tout ceci n'engage que la personne qui défend enfin ta gueule. Joss, qu'as-tu pensé de ce film? Oh là là, moi vous savez. Écoutez, je n'ai pas la culture Chaplin. Donc pour moi c'est mon Chaplin préféré du coup. Non mais vraiment. Parce que bah voilà, c'est mon premier Chaplin. Eh ben même pas. Et oui, c'était en noir et blanc et j'étais pas obligé de le regarder donc j'ai pas fait. Mais c'est vrai qu'avant de venir dans le podcast Sans Visage, tu regardais pas trop les vieux films. Non, tout à fait. Et du coup, en gros, le seul film qu'il a vu, c'est Projet Blair Witch, qui est en noir et blanc d'ailleurs. Donc ton argument se casse la gueule secondaire, il est en 4 tiers pareil. J'ai pris du plaisir à regarder ce film. Je suis entièrement d'accord avec toi, Juan. Ce qui ressort de la critique de ce film, principalement, c'est justement ces scènes avec ce personnage-là, qui je trouve... Enfin, moi, je n'ai pas aimé. Je vais toujours un petit peu regarder après coup les critiques qui peuvent être faites sur ce film. Et c'est étonnant parce que notamment cette scène de la barque ressort ressort positivement. Les gens aiment bien le côté un peu absurde et comment dire vaudeville de cette scène et des scènes qui sont liées à elle. Moi, je n'ai pas aimé et je trouve que justement, si on retire ces scènes-là, on enlève un peu de longueur au film et pour moi, il est très très bien. En tout cas, moi, je l'ai regardé assez tard, tu vois, et pourtant, je ne me suis pas endormi, je me suis pas ennuyé. C'était rythmé, ça marchait. Donc moi c'est un film vraiment que je conseille. Il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, un petit message quand même de Chaplin à travers ça sur la guerre. On sent que vraiment il sortait de cette période-là et vraiment où il compare en fait ce qu'il fait à petite échelle, il tue des femmes etc. au grand massacre etc. Et se dit que finalement c'est pas si grave quoi. Et surtout que ça se passe entre deux guerres, quoi, entre la première et la deuxième guerre mondiale. Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a même quelques images d'archives. Voilà, le moustachu. Hitler, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une phrase même que j'ai notée. Il y a quelqu'un qui lui dit à un moment, le crime ne paie pas. Et lui, il réplique tout de suite, non pas à petite échelle. Et les nombres sanctifient. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, si tu me permets, parce que c'est vrai que cette argumentation est intéressante, mais si encore on la transpose à maintenant, toute l'argumentation, c'est en fait un argument ad populum, c'est-à-dire je le fais parce que pourquoi pas les autres ils le font aussi. Très bien, peut-être qu'à l'époque ça a marqué les esprits. Aujourd'hui c'est un peu faible quoi. On comprend ce qu'il veut dénoncer, mais la manière de le dénoncer, encore je prends un peu le mauvais rôle parce que ça reste un bon film, mais c'est un peu facile au final. Tout se résume plus ou moins à un argument ad populum si on parle du message. J'ai l'impression que le message est très condensé sur la fin, sur les 10 dernières minutes. On regarde le film et puis à la fin on fait au fait ça parle de ça. Et il nous explique en 10 minutes le message qu'il veut faire passer. Ça aurait pu ne pas être un film à message, je trouve. Surtout, à la fin, il prend conscience un petit peu de son truc et il se résout un peu à affronter son destin, comme il dit. D'ailleurs, c'est un choix où tu dis, mais
pourquoi en fait, pourquoi genre à ce moment-là tu lâches tout et enfin tu vois. Ouais, après les choix des personnages et tous les choix qui sont faits dans ce film sont des choix aussi burlesques. Le film a une tendance un peu pas humoristique, mais c'est très théâtralisé, c'est très cartoonesque, c'est très Chaplin, c'est très Charlot. Je me suis même renseigné parce que j'avais une sensation d'adaptation d'une pièce très mise en scène théâtrale. Vaudeville, hein. Oui. On va s'écouter un petit extrait rapidos. La banque nous renvoie notre lettre. Quelle lettre? Celle pour Noémie. Elle a retiré tout de la banque et elle ne leur a laissé aucune adresse. Faudrait avertir la police. Pourquoi? C'est pas le genre de Noémie de tout quitter sans prévenir sa famille. T'en fais donc pas, à 50 ans, elle peut sortir sans sa bonne. On ne le dirait guère. À son âge, filer sans crier gare à Paris et épouser un homme qu'elle ne connaît que depuis 3 semaines. Ben, c'est pas une raison pour aller avertir la police. Juste pour terminer, j'ai beaucoup aimé par contre les scènes avec l'espèce de fille qu'il recueille. À un moment, il recueille toutes ces scènes liées. Je trouve qu'elles ont des envolées qui justement relèvent le film parce que sinon ça ferait beaucoup de séquences justement très grand guignolesques. Et là justement, il y a quelque chose d'un petit peu plus écrit, enfin mieux écrit et surtout plus en demi-teinte quoi. Et j'ai beaucoup aimé ça. Ok, merci Joss. Ton avis, Adrien peut-être? Moi j'avais vu ce film il y a pas très longtemps au hasard. Et j'étais tombé dessus, je l'avais pris en cours de route. Non, mais c'était le week-end chez les parents. Il l'a trouvé en DVD à Mammouth. C'était le week-end chez les parents où au milieu de l'après-midi ils font la sieste et toi tu t'emmerdes, tu regardes la télé pour la première fois depuis des mois parce que t'as pas la télé chez toi. Et j'étais tombé dessus et j'ai compris en cours de route que c'était Chaplin. Et juste de réaliser ça, j'avais eu l'impression de résoudre un mystère au milieu, tu vois. En disant, mais merde, il me fait penser à quelqu'un. Ça me parle. Et là, quand tu me le fais revoir, du coup, j'ai vu le biopic de Chaplin avec Robert Downey Jr. il y a quelques mois. Et tu me refais voir ce film-là, du coup, en nous forçant la main, le couteau sous la gorge. Avec beaucoup de bienveillance. Et du coup, avec le contexte, c'est con, mais il y a autant le film, tu l'apprécies avec son contexte. Et j'ai vu ce film 2 fois avec 2 contextes particuliers qui me l'ont fait apprécier en fait. Je rebondis là-dessus et je trouve que ça fait partie des qualités d'un film quand tu tombes un film en cours de route et que tu continues quand même à le regarder et qu'il te happe. Pour moi, c'est synonyme de la qualité du film aussi. Ouais. Ah bah oui. Et voilà. Du coup, j'aime bien ce film, mais c'est peut-être plus de la sympathie que de la reconnaissance d'une qualité. Là, je sais pas si. Non, si je comprends. Si ça fait du sens, mais je trouve quand même en parlant, Chaplin il joue bien. Enfin, moi j'aime bien ce qu'il fait. Ouais, moi aussi j'avais bien apprécié. David, t'avais donné. Ouais, j'ai déjà donné mon avis. J'ai bien aimé ce film. Chaplin, il joue super bien, même en parlant, comme tu dis. Et c'est aussi par empathie à Charlie Chaplin que j'ai aimé ce film. C'est horrible de dire ça. Mais on a l'habitude de le voir, tu vois, en jouant sans parler. Et là, tu le vois parler et tu fais, oh putain, il joue bien, il a bien réalisé ce film, je trouve. Et il faut savoir aussi qu'il a galéré à diffuser ce film parce qu'il n'a pas eu les autorisations. Le code Hayes. Du comité de censure aux États-Unis. Il a été en procès avec une banque à Paris parce qu'elle s'appelait Henri Verdoux, la banque. Et, Bande de Paul, quoi. Et du coup, il était en procès avec cette banque. Il a galéré, il a jamais eu. Voilà quoi, mais il a réussi à avoir les thunes pour diffuser le film et voilà quoi, c'était cool quoi. Et non, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est une comédie dramatique, tu vois. Il campe bien les personnages, les différents personnages. J'ai bien aimé ce truc-là où il incarne un capitaine, un truc, machin. Oui, carrément. C'était. Il y a une bonne galerie de personnages. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais, carrément. Et un truc que j'ai bien aimé par rapport au fait qu'il passe au non muet quoi, finalement, au film parlant, c'est que il s'est fait un personnage quand même qui a beaucoup de répartie, qui a une belle verve et tout, et qui est assez cynique. Et j'ai bien aimé ses punchlines, et sachant que le personnage de Landru, parce qu'il est inspiré du vrai tueur qui s'appelait du coup Henri Désiré Landru, qui lui aussi était un punchliner. Et du coup j'ai quelques punchlines du vrai Landru à vous proposer, qui sont vraiment assez marrantes. Par exemple, ça c'est quand il était au tribunal, il était en train de se faire juger. Si les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à déposer plainte. C'est formidable. Vous parlez toujours de ma tête, monsieur l'avocat général. Je regrette de n'en avoir pas plusieurs à vous offrir. C'est pas mal aussi. Moi, j'ai fait disparaître quelqu'un? Eh bien ça alors, si vous croyez ce que racontent les journaux. Pas mal. C'est donc Donald Trump. C'est ça. C'est ça. Et ma préférée, alors que Landru vient de déclencher l'hilarité du public par une nouvelle répartie, le président menace. Si les rires continuent, je vais demander à chacun de rentrer chez soi. Ce à quoi Landru réplique, pour mon compte, monsieur le président, ce n'est pas de refus. Je m'abonne à son Twitter tout de suite. Mauvais jeu de mots, énorme tueur. Enfin, vraiment. Killing Spree. On s'écoute un deuxième petit extrait
c'est parti. M'avoir parlé d'un procédé humain permettant de se débarrasser d'un animal. Parfaitement. Une certaine composition provoquant la mort, sans la moindre souffrance et absolument sans goût. L'animal l'ingurgite et au bout d'une heure environ, il sombre dans un sommeil paisible et il meurt. Oh, quelle mémoire vous avez. C'est essentiellement un mélange de 3 éléments, si j'ai bonne mémoire. Écoutez, monsieur le tueur, monsieur le cardinal. De la bave de crapaud. Mais c'est marrant, ça me fait penser, tu disais la scène avec la jeune femme où ils boivent du vin ensemble, qui pour moi, une des plus, enfin, peut-être la plus belle scène du film. En fait, c'est une belle scène parce qu'elle regroupe plein de choses qui marchent. On a le poison et est-ce que vous avez déjà vu un film où il y a une scène de poison qui est pas efficace? Kronk dans Cusco, mais bon, c'est très efficace pourtant, moi je trouve. Oui. Et même, je sais pas, dans Princess Bride, t'as toute une scène autour de ça. Ça crée toujours une tension. Oui. Et en plus de ça, il parle de l'amour et de la mort, qui sont les deux thèmes les plus larges possibles. Ça rend cette scène incroyable. Mais encore une fois, en se faisant l'avocat du diable. Oui. Bah, en même temps, elle pouvait pas être. Elle a toutes les clés pour réussir. Elle aurait vraiment fallu le faire exprès pour faire une scène de merde avec ça. Mais bon, je me fais l'avocat du diable. Et par contre, je voulais revenir sur un point qui n'a rien à voir. On a écouté l'extrait en VF. Je vous ai pas demandé avant s'il fallait que je le voie en VF ou en VO. J'ai regardé en VO. Et j'ai entendu le prénom Noémie. Or, dans la première scène du film, tous les personnages ont des prénoms américains, alors que ça se passe dans le nord de la France. Ce que j'ai trouvé rigolo. Là, j'ai entendu Noémie, donc on dirait qu'en VF, ils ont renommé les personnages. Ce qui est déjà certainement possible, cohérent un petit peu. On l'a regarde tous. Oui, c'est que des expats dans le probablement très bien. Voilà. Et oui, petit truc tout con que j'avais remarqué, c'est que la première réplique de Chaplin, c'est oulala, qui est un peu oulala, baguette, j'attendais baguette, omelette du fromage avec la chenille. Je pense que c'est un petit clin d'œil voulu. Et dernière chose que je voulais rappeler, la scène où on nous montre la Grande Dépression et la crise, on a quand même de mecs qui se jettent par la fenêtre, qui se suicident par balle, et cette scène en plein milieu, bah moi elle m'a mis une baffe dans la gueule, je m'y attendais pas du tout, je fais ah merde, c'est vrai que c'est dans ce contexte-là en fait. Qui encore une fois un peu facilement mais justifie les actions de Verdoux. Oui, j'ai tapé sur la table. Tu vas te faire sniper, mec. Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça, donc dans la vraie vie, parce qu'on est toujours inspiré de Ferrel, donc c'est bien de faire le parallèle. Landru donc tuait les femmes et donc coupait les membres et les enterrait dans la forêt, et les membres qui pouvaient, il les brûlait. Oh, c'est l'anecdote que je voulais sortir, j'en suis sûr. Vas-y. Il les brûlait dans son four, donc dans le four de sa cuisine. Et il a fait... parce que là, dans le film, on le voit, il le fait à l'extérieur avec un petit barbecue qui dérange les voisins, parce que quand il le faisait, il y avait de la fumée qui sortait à des moments où il ne devrait pas y avoir de fumée, et les voisins ont fait... Ils n'ont pas averti la police. Et du coup, il a fait des lasagnes dans le four. Exactement. Oui. C'était mi-cheval, mi-femme moche. Mi-molette. Et d'ailleurs, après, il a fait un petit dessin et tout. Je sais pas, c'était ça ton anecdote? Non, c'est pas celle-là, mais je vais compléter alors. Ok, d'accord. Il a fait un petit dessin qu'il avait amené. Il a fait des dessins de son four. Il dessinait son four dans lequel il brûlait ses victimes. Et c'était une pièce à conviction au tribunal. Et cette pièce à conviction, elle est passée entre différentes mains. Et savez-vous qui l'a rachetée? Philippe Echtebest. Moi, j'aime Paul Naref. Non. Il s'agit de... Jacques Attali. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Tout à fait, tu l'as. Laurent Ruquier est passionné de Landru. Ah ouais. A raison, c'est un personnage passionnant. C'est mieux que ça. Il a écrit une pièce sur Landru. Oui, et le vrai. four qui a servi avec à brûler Las les nanas, il l'a mis sur scène. Je ne savais pas. C'est très très glauque. Le vrai four de Landru extrêmement gênant a été utilisé sur scène, sur les planches de la scène de Ruquier. C'est génial. Ils ont vraiment fait brûler une nana. Une nana qui a oublié son texte. Dans le four. Oui, il y a Las Palais dedans, je crois. Hein. C'est ça. C'est ça. Ouais. Dans le four. Dans le four. Oui, c'est ça. Il y a une voix bizarre le four d'ailleurs pendant la pièce. Voilà. Oui, alors attendez, j'ai juste... Adrien nous montre qu'on a déjà dépassé le temps, mais il y a quand même quelques trucs à rajouter. Landru a fait quelques erreurs. Mais il a tué des femmes. Il a tué des femmes, mais voilà. J'en ai chopé deux que j'ai trouvé marrantes, que je vais vous partager. Donc déjà, il s'est fait... On l'a examiné toute sa baraque, tous ses papiers et tout. Et en fait, Landru était un féru de comptabilité. Il notait tout, tous les trucs, il notait tout, il prévoyait un maximum de choses. Et dans sa comptabilité, il y avait tous les trucs comme quoi il avait acheté des scies à métaux, de scie à bûche et beaucoup de charbon. Alors ça a mis le... C'est pour se faire rembourser les frais pro. Exactement. C'était avec son association. Et autre truc, il achetait des billets de train. Et en fait, il a acheté un billet aller-retour pour lui et un billet aller simple pour la femme.
efficace. Le mec est économe. Plutôt pas mal. Néanmoins, on aurait pu savoir qu'il allait partir en couille étant donné que tu l'as décrit comme un féru de comptabilité. Oui, déjà. Oui, déjà. Psychopathe. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, il y a Football Manager mais à l'époque, il n'y avait pas. Et du coup, C'est il vraiment s'occupe de niche autrement. comme ref. Je l'ai pas. Je ris, mais Moi, je ris, mais j'aime bien ce jeu, donc. Oui. J'ai une petite question à vous poser. Je vous donne un mot et voir si vous connaissez ce mot. C'est un rapport avec tout le lore de la serial killing, qui est l'hybristophilie. Savez-vous qu'est-ce que c'est? Oui, je suis tombé dessus en renseignant aussi. Ouais, c'est bon, je sais. C'est de faire l'amour avec Idriss Elba? Pas du tout. Oui, c'est exactement ça. C'est un kink vraiment très précis. J'ai la réponse. Ouais. Vas-y, Joss, dis-nous. Eh bien, si je me trompe pas, c'est le fait d'être attiré par justement les gens très dangereux. C'est si je ne m'amuse. Exactement, c'est ça. Plus par les gens ayant commis un crime, précisément. D'accord. Et en fait, quand il a été emprisonné, du coup, Landru, il a reçu plus de 800 demandes en mariage. Voilà. Je crois qu'elles n'ont pas compris les noms. Elles n'ont pas compris que c'était game over, mais bon. Voilà, donc appelé aussi syndrome Bonnie and Clyde. C'est mieux Bonnie and Clyde, tu vois. C'est plus classe parce que là, je me rappelle même plus le nom du mot. Est-ce que quelqu'un peut me le redropper? L'Idriss Elba. Oui, l'Idriss Elba. L'hybristopho. Voilà, donc de Ibristein commettre un outrage contre quelqu'un et de Phil qui aime. Et il faut savoir que ce film a connu son premier échec au box-office. Enfin, Charlie Chaplin a connu son premier échec au box-office grâce à ce film. Tout à fait. Et aussi, j'ai lu dans un papier que c'est le film préféré de Chaplin, de toute sa filmo. Bah ouais. C'est son film préféré. Voilà. Vous me demandez pas mon avis, j'ai beaucoup aimé. Ton avis. Allez, on passe au film suivant. Voilà. On n'a plus le temps. Mais je pense que ça se comprenait que je l'avais aimé. Voilà. Oui. Je l'ai beaucoup aimé. Je tiens à le dire parce que ce sera peut-être pas le cas des deux autres. On va passer au film suivant. On passe au film suivant. Non, je spoil, mais s'il faut, c'est pas Quoi, vrai. tu vas pas sucer Fincher? Quoi? Non, jamais. Donc le film suivant est La Balade sauvage de Terrence Malick, film de 1973. Et de quoi ça parle? Laissez-moi faire le pitch parce que j'ai écrit un petit truc pour le pitch. Et de quoi ça parle, Drawer? Merci. De quoi ça parle, Adrien? Vas-y. Ah non. Alors, années 50, dans le Dakota du Sud, là où il y a le mont Rushmore, Holly Sargis, 15 ans, une adolescente qui ressemble beaucoup à Carrie, mais qui est aussi expressive qu'une feuille de papier cuisson, vient de s'installer dans une petite ville de la région avec son père, peintre d'affiches, un métier plutôt chiant et fastidieux. Elle rencontre Kit, la voiture de K2000. LOL. Arrêtez, je blague. Arrêtez. Non, c'est le papa de Charlie Sheen, un jeune éboueur, beau comme un dieu. Bientôt, les deux fifous se fréquentent et tombent amoureux. Enfin, surtout lui. Mais l'amour, ça se contrôle pas. C'est comme tirer sur un ballon de foot avec un revolver. Mais le père d'Holly découvre la relation des amants et, complètement sobre, décide de tuer le chien de sa fille pour le punir. Une vision de l'éducation qui ferait faire un AVC à Laurence Pernou. S'ensuit ensuite des plans sur des branches, des nuages et des dialogues dignes d'un épisode de Beavis et Butthead. Mais c'est sur fond musical d'Eric Satie, alors ça va. Dans ce résumé, il y a un petit parti pris. C'est ce que j'allais dire. Dans ce résumé, il y a mon avis sur le film. Ça aurait pu le retrouver. Et donc ça t'a plu? Il a adoré. J'ai adoré. Comment dire que tu viens plus ou moins de résumer la filmo de Terrence Malick? Après, on aime ou on n'aime pas. Mais... Alors, j'ai vu que 2 films de Terrence Malick. J'ai vu celui-ci et Tree of Life. Tu n'as pas vu La Ligne Rouge? Je n'ai pas vu La Ligne Rouge. Et on aurait dû le voir pour les films sur la Seconde Guerre mondiale. Ça aurait été il bien. est très bien, La Ligne Rouge. Il y a beaucoup de points communs entre les deux que tu as vus pour le coup. Ah ouais? Ouais. Alors pour le côté contemplatif, j'imagine, mais déjà, je pense que Tree of Life, en termes de contemplatif, on est 2 crans au-dessus quand même. Ouais. Parce que. Je me permets de préciser qu'à la base, Terrence Malick est prof de philo. Hein, je sais pas si vous savez. Donc ça explique aussi pas mal du contemplatif et de la voix off et machin. Voilà. Ok. Je n'ai pas du tout aimé ce film personnellement. J'ai trouvé les dialogues affreux et plutôt insipides. Le jeu d'acteur toujours en surjeu ou en sous-jeu pour Sissy Spacek. J'ai bien aimé le côté road movie, mais parce que j'ai bien aimé le côté on voyage aux USA. J'aime bien les films qui voyagent aux USA, sachant que moi je ne voyage pas en ce moment. Ça me fait voyager un petit peu, c'est bien. Ça se passe au Nebraska et au Wyoming, je l'ai noté. Ça serait sympa d'y aller. Les décors sont sympathiques, mais à part ça, Saskatchewan. Saskatchewan. C'est vrai que ça parle de Saskatchewan pour les amoureux des 3 accords. Je me suis fait chier. Ah ouais. Giga chier. Et pourtant, il a une qualité indéniable par rapport aux 2 autres films, c'est qu'il dure 1h30. Oui, c'est vrai. Et pourtant. C'est vrai. Alors que Terrence Malick a l'habitude de faire des longs films, d'après ce que j'ai pu voir. Ça m'a paru des heures, quoi. Ça m'a paru 2h30. Allez. Environ. En fait, ça a duré des semaines. Hein. Non, mais je suis curieux de savoir qui a apprécié le film autour de la table.
Ok, David, je t'écoute alors. Mais moi j'ai adoré ce film, tout simplement par rapport aux images, et j'adore tout ce qui est contemplatif aussi. Mais après, par rapport à l'histoire aussi en elle-même, j'ai cru regarder, mais là vous allez rire, vous allez me foutre de ma gueule, mais j'ai cru regarder Tueur Né. Non, mais c'est le même Ah film. ben, Enfin, mais c'est ça. C'est inspiré, tout simplement le même film. Mais ouais, ouais. exactement. Et Charlie Sheen, il joue super bien, on dirait, comme ils disent dans le Parce film. que c'est Martin Sheen. Oui, C'est pas Martin Sheen, pardon. On dirait James Dean, vraiment dans le film. J'ai Là, bien ils le aimé disent dans le film, la petite scène où ils dansent ensemble. Je trouvais cette scène super stylée. Et putain, la photographie, quoi. La photographie du film. Ça, quoi. on peut pas dire le contraire, honnêtement. Alors moi, je peux vous expliquer magnifique. comment refaire la photo de Terrence Malick. Grand angle, et vous shootez entre 19h et 20h. C'est tout. Eh ben ouais, mais même, c'est tout. Mais Et tu mets Martin Sheen dedans. Non, je plaisante. Je trouve qu'elle est super magnifique et l'histoire, ouais, j'ai kiffé. La meuf, tu te demandes si elle est psychopathe ou pas parce que l'autre il bute son père et elle s'en bat les couilles. En fait, mais vraiment, tu te demandes si elle est psychopathe ou pas. Ah, mais elle est psychopathe. Elle a un grain, je veux dire, à ce niveau de je m'en bats les couilles. C'est ça. Elle a un grain. Pour moi, j'ai noté, il y a un mot qui revient tout le temps dans mes notes, c'est la désinvolture. Ce film, c'est la désinvolture la plus totale. Ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent de tout. Et à tout le moment. Mais c'est pour ça que tu peux pas. Enfin, moi, j'ai pas réussi à raccrocher parce que je me dis, putain, mais ils s'en battent les couilles de tout. C'est marrant, c'est encore un personnage monolithique qui s'en fout de tout. Ben oui. Allons bon. Ok. Bah vas-y, Joss, dis-nous ce que t'en as pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Effectivement, je suis comme David, j'aime beaucoup le film contemplatif. C'est pour dire, j'ai aimé Jerry. Donc, si vous aimez Jerry, oui, exactement. Non, mais après, faut pas mettre toujours tous les œufs dans le même panier. Tu peux aimer les films contemplatifs. Moi, j'adore ça. Bien sûr, parce qu'il n'a pas que ça d'ailleurs. Hein. C'est un road movie, c'est c'est un film de serial killer. C'est pas que contemplatif. Non, bien sûr que non. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais effectivement, il y a vraiment cet esprit de désinvolture. En fait, tu as l'impression que tout est léger. Pour moi, c'est passé vraiment easy. Par contre, effectivement, je suis d'accord que c'est un peu limite étrange. C'est des personnages, de les voir tout le temps désinvoltes. On sait comment ils vont réagir, c'est-à-dire toujours de la même façon. Il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement cette belle photographie. Il y a, on va dire, peut-être le côté vintage qui m'a plu, tu vois, des années 70. C'est très peu verbeux, c'est beaucoup dans les non-dits, etc. Et moi, je trouvais que tout marchait et j'ai beaucoup aimé suivre ce truc. Le film s'accélère sur la fin et pourtant on n'est pas pris dedans, on va dire, voilà, on se doute un peu de l'issue ou quoi, mais c'est pas grave, on va dire, c'est vraiment le film, c'est un esprit en fait. Et voilà, et moi j'ai beaucoup aimé pour tout ça, pour tout le film, pour la sensation qu'il dégage en fait. Voilà. Ouais. Ok. Adrien? Moi, c'était le premier film de Terrence Malick que je voyais. Okay. Je m'attendais à un film de 2h30 avec une photo magnifique. Et je suis pas d'accord, la photo, je suis pas... Putain. J'ai pas été emballé, en fait. Je m'attendais à un long film à la Paul Thomas Anderson, en fait, et le film est très court. Et ça a la photo d'un film des années 70 avec les couleurs délavées Mais attends, il y a un scarabée en gros plan, quoi. C'est pas la photo qui m'a emballé, c'est de me rendre compte à mi-film que c'était Tueur Né, ouais. Voilà. On s'écoute un extrait? Allez. Quitte parti travailler au parc à bestiaux. Je continuais mes études. Peu à peu, on commença à s'aimer. Comme personne n'avait jamais fait tellement attention à moi à l'école, ça m'a étonné qu'il s'intéresse à moi. Surtout qu'il pouvait avoir n'importe quelle fille de la ville sans trop se fatiguer. Il disait que j'étais chouette, mais que je n'intéressais pas sexuellement, et que, venant de lui, c'était un compliment. Et voilà, faut savoir que la meuf, comment elle s'appelle déjà, Oli, elle a 15 ans et quitte à 25 ans. Ouais. Alors dans la vraie vie, il avait 18, elle en avait 13. Tout à fait. Ah ouais. Il y avait que 5 ans d'écart, ça passe. Ouais, ça passe. Cet extrait, il dit plein de choses sur le film, mine de rien. Et oui. Pour moi, il donne le plus gros défaut du film, c'est la voix off. Qui est un procédé un peu facile. Et le problème, c'est que dans le cadre de Holly, c'est un personnage qui est clairement sur le spectre de l'autisme quelque part. Et déjà, avoir ce personnage-là qui est très détaché, sans aucune analyse, qui nous fait la voix off, c'est un procédé, ok, admettons. Mais la manière de filmer de Malick, c'est aussi, on est toujours très loin, on n'est jamais inclus dans une conversation, on est toujours un petit peu à l'écart. On est spectateur. On est très spectateur. Et spectateur de personnes qui font des décisions qui sont pas basées sur de la rationalité, c'est, du coup, on n'est vraiment pas actif. C'est-à-dire, on s'assoit, on attend de regarder ce qui va se passer, puisque on n'a pas ce jeu d'essayer de deviner ce qu'ils vont faire, etc., parce que on aura quasiment forcément tort. Et je voulais revenir sur le fait que tu n'avais pas été impressionné par la photo.
Faut savoir ce qu'on entend par photographie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de dire photo dans le sens où c'est quasiment que de la lumière naturelle filmée entre chien et loup. Donc il y a un choix artistique en matière de performance, de direction de la photo. Il n'y a pas grand-chose, c'est de la lumière naturelle. Mais c'est très beau, c'est ces paysages qui sont beaux, c'est ça, le choix de pellicule, etc. Mais c'est magnifique, mais techniquement, c'est pas une plus-value. Moi, j'ai aimé le film, j'ai trouvé bien, je l'ai trouvé un peu long. Pour ceux qui ont vu d'autres films de Terrence Malick, vous savez que c'est du Terrence Malick. Encore une fois, il était prof de philo. Si vous avez vu The Tree of Life, ça suscite toujours la même réaction. Moi, j'avais eu la chance de le voir à Cannes en 2011, je crois. C'est typiquement le film où il y a la moitié de la salle qui s'est barrée à la fin et l'autre moitié qui a trouvé que c'était un chef-d'œuvre et qui lui a filé la palme. Ouais, je trouve quand même que la balade sauvage là, il est beaucoup plus accessible que Tree of Life. Oui, Tree of Life. Ça part en 2001 Odyssée de l'espace toutes les demi-heures en mode t'as pas prévenu quoi. Néanmoins, le procédé est le même, juste il veut dire beaucoup plus de choses dans The Tree of Life que dans Badlands, qui pour le coup suit vraiment. C'est un de ses premiers films. Je crois. C'est son premier. Ouais, c'est son premier long. Encore pour un premier film, c'est très impressionnant. C'est un film de débutant. Tous les acteurs débutent à peu près. D'ailleurs, c'est marrant. Et pourtant, ça marche. Parce qu'on dit premier film, souvent quand on dit premier film, c'est un mec qui faisait du clip, de la pub, du court-métrage. Là, c'est le premier film de Terrence Malick. Encore une fois, il était prof. Très bel exercice, quand même. Après, intrinsèquement, en tant que film, c'est un petit peu long, il faut le dire, quand même. Moi, c'est la voix off qui me dérange et le parti pris de ces personnages-là qui sont tous les deux un peu tarés. Je tombe des trucs. Complètement tarés. Et elle, moins. Elle, on sait pas, en fait. On sait qu'elle est passive. Peut-être qu'elle est juste, elle est juste, tu vois, légèrement sur le spectre de l'autisme, peut-être, je sais pas. Et non, il y a un moment quand même, elle est un peu vexée, elle gifle son mec parce qu'il a tué son père. C'est vrai. Il y a mieux que ça, c'est que le mec tire sur son père, le père est mort au sol, et elle dit... Je crois qu'il faudrait appeler un docteur. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais encore une fois, c'est aussi une scène qu'on retrouve dans Tueur-né. Alors, Tueur-né est sorti après, c'est 93, je crois. Mais il n'y a pas de plus-value dans le sens où c'est un scénario qu'on a vu 1000 fois dans des films américains, parce qu'on parle de Tueur-né, mais c'est trop romance. Voilà, il y a beaucoup de films avec plus ou moins le même scénar, avec un traitement différent. C'est vrai qu'on voit aussi qu'elle est un peu tarée quand elle jette son poisson-chat dans le jardin. On se dit qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire avec son poisson-chat. Oui, mais il y a un truc avec les animaux. Au début, on voit plein d'animaux. Terrence Malick filme toujours les animaux. Il y a toujours des plans d'animaux. Mais la mort, quand l'autre. Voire de dinosaures dans The Tree of Life. Ou de baleines. La vache, quoi. Enfin bref, moi j'ai pas vraiment d'avis sur ce film. Je trouve c'est un très bel exercice qui a le mérite de définir les codes de Terrence Malick, de son esthétique. Il y a des images qui sont magnifiques, même si c'est un peu le fruit de l'environnement et de tout ça. C'est un peu comme tu parlais de Paul Thomas Anderson, lui il fait avec l'environnement dans un We Be Blood. Tu parles de comment s'appelle Sean Penn dans Into the Wild. Là aussi, c'est l'environnement et ça fait des belles images. Absolument. Il y a plusieurs styles de photographie, tu vois. On va aussi avoir une caméra très flottante. Moi, si je devais définir ce film avec un mot, c'est de l'éther. J'ai l'impression qu'on m'a shooté à l'éther en fait au début du film et que je suis resté dans cet état jusqu'à la fin. C'est pas dérangeant. Non. Du tout. C'est l'esprit des années 70. Ouais, mais même des films de Terrence Malick de manière générale. Maintenant, est-ce que je me le remettrai demain en disant oh putain j'ai vraiment trop kiffé, je vais le remater demain? Non, mais oui. Non, parce qu'il existe des meilleures versions de ce même film en fait. En gros. D'ailleurs, il y a plusieurs films qui ont été inspirés des tueurs Charles Starkweather et Caril Fugate. Donc c'est le vrai nom de ces deux héros. Il y avait donc The Sadist, la balade sauvage évidemment, Starkweather, un film qui porte le même nom, Murder in the Heartland, Fantôme contre Fantôme et Tueur-né quand on a déjà parlé. Il y a même une chanson du Bruce Springsteen, donc il y a une chanson qui s'appelle Nebraska qui est un hommage à Badlands. D'ailleurs, il a un album. Qui aurait dû et qu'il voulait qu'elle s'appelle Starkweather. Ok. D'ailleurs. Moi aussi, un truc qui m'a un peu dérangé en fait, c'est qu'après j'ai lu un petit peu les biographies des vrais assassins, en cavale, et ils étaient tellement brutaux dans la vraie vie, alors que là dans le film ils ont l'air tarés dans le sens où ils butent un peu à tout va, mais dans la réalité ils étaient carrément psychotiques, mais level 17. Laissez-moi vous lire une petite anecdote. Le 21 janvier 1958, Starkweather alla rendre visite à Fugate dans sa maison délabrée. Ne la trouvant pas à la maison, il se disputa avec la mère et le beau-père de Fugate, Velda et Marion Barlett, pour les tuer par la suite. Après que Fugate fut arrivé à la maison, il matraqua à mort, étrangla et poignarda sa petite sœur de 2 ans, Betty Jean. Il cacha les corps à divers endroits derrière la maison.
je sais pas si tu l'as précisé, vous aurez deviné que Fugate, c'est sa nana. Ah oui, bien sûr. Oui. Je sais pas si tu l'as précisé, mais vous aurez deviné que Betty Jean is not my daughter. et du coup, là, le mec, il étrangle et matraque un bébé de 2 ans qu'il enterre dans le jardin, et l'autre, elle fait OK, où on va? Allez, je te suivrai. Je viens faire les courses. Je t'amène au vent. Il faut appeler un docteur. C'est pas le sujet du podcast, mais j'ai lu effectivement là, un petit peu la vie, enfin la biographie donc de Starkweather, et en fait, il a vrillé à un moment dans sa vie. Non, mais c'est-à-dire, sa famille, ça allait, mais effectivement, à l'école, ça se passait mal, et il était victimisé. Et à un moment, en fait, il a vrillé, il a commencé à le victimiser vraiment, et il s'est dit, ma vie est foutue. Je vais tuer du monde, voilà. Ok. Mais par rapport à ce que tu disais, c'est vachement plus trash dans la vraie vie. C'est un procédé qu'il y a dans beaucoup de films de serial killer, parce que si dès le départ on met pas un peu de poésie, un peu de romantisme derrière, bah c'est quand même dur de s'attacher au personnage. Tu vois, même dans C'est arrivé près de chez vous, il nous tient par la blague. Oui, t'enlèves les blagues. Il n'y a pas beaucoup de poésie dans Freddy, mais... Non, mais, si tu prends Sorgoy Prakov, il y a 0 blague, c'est juste brut de décrochage, et ça marche à 100%. Tu vois, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre des romances, à part si c'est des films hollywoodiens ou des trucs comme ça, et même pour le film de Rémi Belvaux, c'est arrivé près de chez vous, ils ont pris le parti pris de l'humour noir et tout, mais je pense pas qu'ils voulaient juste faire un film de serial killer 100%. Même s'il y a des scènes dans C'est arrivé près de chez vous qui sont bien plus malaisantes que certains films de serial killer comme Schizophrénia ou quoi, qui n'ont aucun parti pris humoristique. Je trouve que, c'est bien de parler de C'est arrivé près de chez vous parce que c'est aussi un film de serial killer qui est vraiment excellent. Mais en termes de romantisme, surtout que le film, c'est aussi une histoire d'amour. Je trouve que l'histoire d'amour, elle est l'histoire la plus pétée parce que à aucun moment, même le moment où ils s'embrassent, c'est la pelle la moins crédible de l'histoire du cinéma. À aucun moment tu te dis, bon ok, il embrasse une gamine, c'est juste, il s'embrasse. On sait même pas si lui il éprouve quelque chose pour elle ou si elle éprouve quelque chose pour lui. On sait même pas s'il se passe quelque chose. Il y a aucune étincelle. Je suis en colère. Je vais vous mettre un extrait. Ça ira mieux après. Pour une place dans la montée, la police montée. Surtout que j'ai toutes les qualifications. C'est aller à cheval, tirer. Et je crains pas le froid. Oui, je crains pas le froid. Quoi? Oh, rien. C'est trop ça le film. Le quoi de cette VF? En fait, quoi hein? Non, rien. Surtout, ça me fait penser à la fin où en fait il sort un petit peu. On va pas dire vainqueur, mais les gens le prennent comme une célébrité. Tu vois, c'est ok, on va dire c'est cool ce qu'il a fait. Tu vois. Mais ça c'est la libristophilie, ça. Ah yes, bravo. Je crois que j'ai raté une syllabe. C'est pas grave, j'accepte. Idriss Elba est en colère. Bon, écoutez, très bien. Donc, c'est un film qui divise au sein de l'équipe. Nous allons passer au 3e et dernier film qui est Zodiac de 2007, réalisé par notre ami David Fincher. Et de quoi ça parle, Zodiac? Juan, est-ce que tu as envie de nous faire le pitch? Alors, ça parle du tueur du Zodiac. Yes. Waouh. Non, en fait, il est très, très différent des autres films dont on parle, puisqu'il ne parle pas du tueur, le film. Hein. C'est un film policier d'enquête. Et donc, on suit des policiers sur plusieurs étapes de leur vie, et plusieurs personnes aussi qui vont essayer de déchiffrer l'identité, l'énigme du tueur du Zodiac. Avec succès, selon Fincher, pas forcément d'après la vraie vie. On en saura plus sans spoiler le film, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, je trouve ça vachement cool. C'était un hasard un petit peu parce que quand j'ai fait la sélection du film, ça a un petit peu le tueur du Zodiac a repopé. Oui. Et il a entendu parler. J'ignorais. Hein? Tu l'as pas entendu? Ils ont décodé ils ont décodé une partie du code. Il y avait encore des choses non décodées. Ouais, le code disait, si je dis pas de conneries, vous m'aurez pas. Oui, c'est ça. Waouh. Donc bon. Waouh. C'est ça. Il disait au paradis, je serai bien et pas vous. En gros. Mais bon, c'est quand même déjà ça. Connard jusqu'au bout, cela dit. Non oui, c'est clair. Moi, je serais bien et pas vous. Bah écoute, frérot. On se demande si dans un de ses codes, il aura mis son nom ou pas, comme il l'avait annoncé, quoi, quand même. Tu vois, parce que je pense que c'est ça qu'ils recherchent dans les codes encore aujourd'hui. Hein. C'est le nom. Possible. Peut-être qu'il a pas mis assez de timbres sur la lettre. Il a envoyé celle où il y avait son nom et c'est tout. C'est vrai. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le film, au moment, il parle de. Ouais, on le reconnaît parce que lui, il met 2 timbres sur ses enveloppes. Oui. Personne d'autre ne fait ça. Personne ne fait ça. Non, ça. Jamais. La police piétine, hein, on peut le dire. Ouais. Qu'avez-vous pensé de ce film, mes amis? Ah, j'ai pas aimé.
T'as pas aimé? Ah là là, je suis désolé. Crache ton venin. Mais pour moi, il se divise un peu en deux parties le film. La première partie, on est bombardé constamment de personnages, de pistes, d'infos, de dates, de moments. Et en fait, pour moi, c'est indigeste. Ça va à toute allure. Il bombarde plein de trucs et on sait plus où on en est. Et en fait, après, on a un petit peu plus le focus sur Jack Gyllenhaal, hein, qui est un peu le premier rôle du film. On change un petit peu d'angle. Et pourtant, c'est long. Je pense en fait que donc Fincher s'est beaucoup renseigné dessus, enfin toute son équipe. Ils ont voulu être totally accurate, comme on peut dire, enfin vraiment très précis sur tout ce qui s'est passé, parce que Fincher, d'ailleurs, c'était dans l'enfance de Fincher, qui a vécu en Californie, c'était vraiment le boogeyman, le tueur du Zodiac. Ouais, il a vraiment vécu ça, voilà. Et je pense qu'il a voulu, enfin pour moi, il a voulu être trop précis. Ça donne quelque chose d'indigeste. Surtout qu'on voyage beaucoup sur la timeline. C'est des flashbacks, des flash-forwards. Alors, certes, le film est peut-être précis et ça plaira, enfin pour moi peut-être, à ceux qui adorent les enquêtes policières, etc. Mais je trouve que il y a pas assez de punch, de rebondissement. Le film fait 2h30. 2h40 même. Oui. J'en pouvais plus. Je vous jure, j'en pouvais plus. J'avais hâte que ça se termine, qu'on trouve le tueur ou quoi. Et du coup, non. En plus. Du coup, si. Du coup. Oui et non. Selon ça, non. Voilà. Et tout ça pour ça, on va dire. Donc, je suis ressorti vraiment déçu et même pas choqué. Alors en tout cas, c'est pas du spoil, mais en fait comme c'est inspiré de faits réels, le tueur du Zodiac court encore. Enfin voilà, il est peut-être en déambulateur, mais il est encore dans nos campagnes. Mais je suis assez aligné avec ce que tu dis par rapport au fait qu'il a voulu mettre trop de choses dedans. Je sais pas si c'est vrai, c'est de l'analyse personnelle, mais pour moi ça expliquerait beaucoup le fait qu'il ait voulu faire Mindhunter derrière sous forme de série pour explorer des tueurs, etc. Pour pouvoir avoir le temps de mettre toutes ces choses. Zodiac, moi je suis d'accord qu'il y a trop de choses dedans. Après, c'est quand même un des meilleurs Fincher d'après moi. Bon, après, Fincher, on aime, on n'aime pas ses films. Enfin, il y a vraiment plusieurs écoles sur son boulot. Mais Zodiac, il a le mérite que pour une fois, les gimmicks visuels servent à quelque chose, ce qui est rare dans un Fincher quand même. On a par exemple le time-lapse de construction à San Francisco qui est très bien, le plan zénithal au-dessus du taxi, etc. Oui. On a des belles mises en scène qui sont le cast est bon aussi. Le cast est aussi très bon. Et pour une fois, il a passé moins de temps à se dire je vais essayer d'en mettre plein la gueule à tout le monde avec des effets cool. Et il a essayé de construire quelque chose, mais il a voulu mettre trop de choses, ça c'est vrai. Moi je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Il a voulu suivre l'histoire vraie aussi de Robert Graysmith, oui, non, mais... du cartooniste, et du coup il s'est inspiré de ça, tu vois. Il s'est informé, il s'est beaucoup informé, et du coup c'est pour ça qu'il a voulu mettre tant de choses, parce que Robert il a vécu toutes ces choses en fait. Non mais c'est bien beau et c'est très bien d'être précis. Ouais. Mais on regarde un film. Enfin, est-ce qu'on regarde un documentaire? Je te dis ça parce que j'ai aimé et franchement je me suis pas fait chier une seconde. J'étais à fond avec Robert et j'étais là mais putain mais est-ce qu'il va le trouver? Est-ce qu'il veut... Non mais vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai du mal. Est-ce que tu étais à fond avec Robert pendant tout le film? Parce que c'est vrai qu'il représente une Est-ce que tu l'as regardé avec ta meuf? T'as quand même ce duo de policiers qui a aussi des hauts et des bas dans leur intrigue. Il y a ces scènes de meurtre qui parfois sont un peu longues et cassent le rythme en plein milieu en repartir sur autre chose. Moi j'ai trouvé que rythmiquement il y a quand même des petits soucis. Mais carrément, dans l'ensemble, parce que ça va, mais... Après, j'ai entendu, parce que ma meuf, elle adore tout ce qui est serial killer, et j'ai entendu je sais pas combien de fois l'histoire du Zodiac, et du coup, je me suis souvenu, ah putain, mais c'est vrai, c'était à ce moment-là où il a tué cette personne et tout ça, et c'est pour ça. J'ai adoré ce film, parce que je connaissais aussi l'histoire de ce serial killer. Je pense que ceux qui connaissent, et notamment du coup le public américain, qui est premier concerné, etc., ceux qui aiment les docu-fictions, long Adrien et ceux qui ont déjà connu de près ou de loin l'histoire du Zodiac, peut-être qu'effectivement ça c'est intéressant pour eux, mais moi étant en tout cas extérieur à tout ça, n'ayant jamais entendu parler de ça, n'ayant pas les détails ou quoi, je me suis senti bombardé d'infos, de choses, et du coup je suivais plus. Tu laisses le truc se dérouler parce que ça. Je peux comprendre. 1000 fois, le film était trop long, 2h30, mais 1000 fois j'ai eu envie de revenir en arrière pour prendre tout ce qu'il dit. Ça va, voilà. Mais par exemple, Seven, t'as aimé Seven? T'as adoré Seven? Parce que c'est totalement différent. Je suis au regret.
je n'ai pas vu Seven parce putain, qu'on m'a spoilé la fin. Ouais, mais tu peux quand même le regarder sans. Je le ferai, mais du coup, voilà, j'ai toujours un truc que je fais. Parce que Seven, c'est aussi un film d'enquête. Ouais. Oui, et toujours par le même. Sauf que c'est basé sur les 7 péchés capitaux évidemment et que c'est pas un vrai tueur, mais j'ai trouvé Seven vachement plus percutant. Et en fait moi le problème que j'ai eu avec Zodiac, c'est que là où ça m'aurait intéressé plutôt, c'est que j'aurais voulu que ce soit plus axé sur Grace Smith en fait. Là où c'était intéressant, c'est que on voit ce gars dont c'est pas le métier, le mec il est illustrateur dans le magazine, qui se met à chercher et à décoder juste en prenant des livres dans les bibliothèques. C'est juste un passionné de puzzle et c'est le boy scout comme il appelle. Et il devient obsédé par ça. Il devient obsédé par ça et il met sa famille en danger et tout. Enfin voilà, ça c'était super intéressant. Et en fait tous les moments où ça retournait avec les flics joués par Mark Ruffalo que je déteste, je trouve que les acteurs sont sous-exploités. Jack Gyllenhaal c'est un génie de l'acting et tous les films dans lesquels il joue, je trouve que c'est que des bons films. Et dans ce film, je trouve qu'il joue bien évidemment, mais c'est quand même le rôle principal, comme on l'a dit, et il aurait mérité de briller un peu plus dans ce film, et notamment dans son arc, dans son histoire en fait, qui se déploie plus vers la fin du film, dans le dernier tiers. Et dans le dernier tiers, c'est là où on est chopé vraiment, je trouve. Et les 2 premiers tiers sont un peu longs à se mettre en place et soporifiques, et je pense qu'il y a un tiers du film qui aurait pu être coupé clairement. Surtout quand le film fait 2h30 2h40, les 10 minutes elles sont importantes, je les récupérerai jamais. En fait, comme tu dis, les 2 premiers tiers du film, ils ont voulu montrer les meurtres du Zodiac et l'enquête des policiers qui n'a pas fructifié, et du coup c'est même les 30 premières minutes, tous les meurtres sont dans les 30 premières minutes, et après c'est ça. 2 heures oui c'est ça, mais c'est ça parce qu'après il a arrêté de tuer. Je trouvais ça intéressant les moments où tu as justement le tueur qui arrive, parce que c'est aussi un film qui est très claustrophobique et très très dans un seul et même lieu. On est toujours au commissariat ou dans le journal, un truc comme ça, et les moments où on arrive à respirer, c'est les moments où il va y avoir des meurtres quoi. Donc et quelque part notre côté un peu sadique, on a envie de voir des meurtres, et en plus les meurtres sont super bien mis en scène et il y a une grosse tension à ces moments-là, mais c'est des moments trop rares en fait, et c'est pour ça qu'à partir du moment où on te donne plus ça, on te donne ta cam au début et après on arrête de te la donner pendant je sais plus combien de temps, et toi t'es là, tu fais ouais ok, l'enquête piétine, et en plus je sais que le tueur ils vont pas le trouver. Comment ils vont terminer le film? Ça ne sera pas satisfaisant dans tous les cas. Non. Mais par rapport à la mise en scène des meurtres, c'est intéressant ce que tu dis. Ils ont, pour le coup, Fincher a vraiment réussi à mettre en avant ce côté parano général qu'il y avait dans tout l'État de Californie à cette période-là, parce qu'à chaque fois qu'on voit des personnages qu'on n'a pas encore vus, on sait, ok, ils vont crever, où, quand, comment. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très bien ressenti. Le fait que tout le monde a peur tout le temps. Les scènes de meurtre sont très très bien. Hyper bien. Ouais. Et je voulais mettre un petit plus aussi sur le production design, qui est quand même assez incroyable. La reconstitution historique, historique, c'est pas non plus, ça se passe pas à la Renaissance évidemment, mais il y a quand même un souci de bien faire. On y croit que ça se passe à cette période-là, quoi. Oui, j'ai lu un truc là-dessus. Effectivement, Fincher a voulu, a fait en sorte de mettre par exemple des meubles, du décorum qui peut encore servir aujourd'hui. Et du coup il a pas voulu avoir un cachet trop vintage. Mais c'est pas un The Nice Guys où ils ont tout peint en orange et en marron quoi. On a vraiment il y a un truc aussi sur la production design, c'est que Fincher il est allé aux effets spéciaux mais à tour de bras quoi. S'il y avait un bâtiment qui avait changé de couleur dans la rue où il filmait, il demandait aux équipes d'effets spéciaux de changer la couleur du bâtiment. Ça se limite pas à Zodiac, c'est vraiment Fincher qui est un psychopathe à ce niveau-là. Le jour où il a découvert qu'on pouvait tout changer, on va tout changer tout le temps. On se met un petit extrait. Allez. Pour les vrais. Robert Gray Smith, ça fait 9 mois que je suis là. Vous aviez raison, en fait. Il n'a pas donné son nom. Qui l'a déchiffré? Un professeur d'histoire et sa femme, à Salinas. J'aime tuer des gens parce que c'est tellement marrant. C'est plus marrant que tuer des bêtes sauvages dans la forêt parce que l'homme est l'animal le plus... Le plus quoi? à plusieurs reprises. Envoyez-nous la suite. À plusieurs reprises, il y a Gyllenhaal qui lit les lettres du tueur. Et ça, je trouve ça pas mal aussi, c'est qu'on imagine le tueur avec cette voix monotone un peu. La VF retranscrit très bien ça d'ailleurs. La manière dont il le lit, c'est très particulier. Et moi, ça m'a personnifié le tueur vachement. Cette manière de lire les lettres. C'est vrai qu'il est très désincarné le Gray. D'ailleurs, vous devriez faire un épisode à l'occasion sur Jake Gyllenhaal qui part en couille parce que c'est une catégorie de film. Hein. c'est vrai. Anneli, tout ça. Nightcall qui est incroyable. Nightcrawler, il est excellent. Et d'ailleurs, il y a une petite mise en abîme dans le film parce qu'à un moment, ils vont au cinéma et ils vont voir l'inspecteur Harry, dans lequel il y a le tueur du Zodiac qui se fait appeler Scorpion, comme dans Mortal Kombat. Voilà.
C'était l'anecdote inutile. Aussi, un des suspects trouvés en... Alors oui, il y a eu des suspects tout au long des années. Et en 2008, ils ont eu un autre suspect. Et je trouvais ça marrant parce que... Suspect. Qui s'appelait Jack Torrance. Tiens. Attendez. Ça nous rappelle quelqu'un. C'est pas lui, tu crois? Voilà, c'est Jack Torrance de Shining, pour ceux qui n'ont pas la ref. Que les autres, vous pensez après, il faut dire que le Zodiac, il a sévi entre 1966 et 1978 et qu'il a entre 37 et 200 morts. Oui, parce qu'il aimait bien s'attribuer des trucs. Et ouais. Adrien, tu n'as pas vu un documentaire sur le Zodiac de 8h30? Non, par contre, je me suis beaucoup intéressé. Moi, j'ai adoré le film, du coup. Et parce que j'étais complètement dans l'enquête, en fait. Je cherchais avec eux. Je l'avais déjà vu, en plus, mais je l'avais oublié. Et là, je l'ai revu. J'étais passionné. Et pour moi, c'est le seul défaut du film, c'est qu'il nomme presque le coupable préféré. Il le nomme. En carton de fin, c'est Arthur machin truc. Et alors que quand tu cherches un peu à côté, il y en a d'autres qui sont suspects. Et peut-être c'est le seul défaut du film que... je sais pas si on peut semi-conseiller d'autres films, mais Memories of Murder, qui est un chef-d'œuvre sud-coréen, qui parle aussi d'une enquête qui merde. Le film se termine sur on n'a rien, on n'a pas de suspect, on n'est pas en train de te raconter c'était lui en fait depuis le début. C'est juste l'histoire d'une enquête qui merde. Là, on te raconte une enquête qui merde et au fait, c'est sûrement lui parce que ça doit être lui, quoi. Je pense que c'est un choix de prod, c'est un parti pris de dire on va désigner un coupable. Histoire d'avoir quelque chose à la fin, quoi. Les films sur Jack l'Éventreur, c'est pareil, il désigne un coupable, mais au final, on ne sait toujours pas. C'est malvenu, je trouve. Et c'est Grace Smith qui est persuadé que c'est Lee Allen, là. Et après tout, comme on a son point de vue, c'est plus ou moins justifié. Et pendant tout le film, Jack Gyllenhaal, il dit, Robert Grace Smith, il dit, je veux voir le tueur en face des yeux juste pour le voir. Je veux juste le voir. Et voilà, et ça veut tout dire en fait. Ça veut tout dire. Tu parles comme un complotiste. Vous faites les maths, reliez les points. On en parle de la mère qui saute de la voiture avec son bébé. Elle a dû bien avoir les... Parce que ça c'est pareil, ça c'est avéré. Il y a vraiment une femme qui a sauté de sa voiture alors qu'elle était avec le tueur du Zodiac, peut-être. Il faut vraiment être désespéré pour sauter de sa voiture avec son bébé. Mais il faut vraiment être con. C'est bien joué. Enfin, je suis désolé de dire ça, il faut vraiment être con de monter dans la voiture de quelqu'un d'autre à minuit et le gars il fait je peux vous amener si vous voulez. D'accord. Et le gars il vient juste de changer le pneu soi-disant et c'est ce pneu qui pète. Oui, mais après peut-être ça dépend où t'es, dans quelle situation, tu sais, avec un bébé où t'as ta voiture qui est bloquée dans le désert ou je sais pas. Si t'es en train de faire un film où tu veux que les gens soient un peu choqués, c'est aussi des paramètres qui... Parce qu'en fait, le tueur du Zodiac, comme il voulait tellement qu'on fasse un film à son effigie, peut-être qu'il était en train d'écrire le scénario en même temps. Il dit ça serait vachement cool que. Et là, ça fait partie de la définition des tueurs en série, enfin des psychopathes. C'est on veut qu'il y ait être remarqué et donc l'utilisation d'une méthode parce que secrètement, ils veulent absolument être découverts. Il fait de la psycho de bas étage. Je ne connais pas plus que ça. C'est vrai que lui, il donne tout pour être découvert. Enfin, il donne tout. En tout cas, il s'amuse bien à mettre l'amende les policiers, quoi. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un jeu vidéo que j'ai joué récemment qui s'appelle Heavy Rain. Je sais pas si vous avez. Et oui, je l'avais commencé. Et c'est un peu le délire. En fait, là, c'est un tueur aux origamis. C'est ça. Sauf qu'il envoie des trucs à la police aussi pour le. Tout à fait. C'est assez intéressant. On salue Dontnod, c'est des Français qui ont fait le film. Exactement. J'ai été un peu, je sais pas vous, petit aparté sur Robert Downey Jr. parce que j'étais un peu sorti du film par lui dans le sens où il est bon dans le rôle de Robert Downey Jr. Exact, il fait très bien Robert Downey Jr. C'est clair, composition quoi. C'est le problème de beaucoup de gros acteurs, c'est que moi j'ai toujours eu ce problème avec Jack Nicholson. Depardieu. Moi c'est Ryan Gosling. J'ai toujours du Ryan Gosling. Oui. En même temps, c'est pour ça qu'ils sont castés aussi. Je veux dire, ça peut sortir du film, mais il faut reconnaître que son personnage fonctionne. Tout le délire avec le cocktail bleu. Mais je voyais le même. Je voyais Tony Stark, quoi. C'est arrivé après. C'est lui qui a fait l'erreur de réutiliser ça. J'ai vu le biopic de Chaplin où il joue Chaplin. Il est un peu dans ce registre-là aussi. Ah, d'accord. Je pense qu'il fait du Chaplin dans tous ses films. Ok. Il est ivre en fait. On s'écoute un autre impossible. Tu comptes du peu de chance qu'on a d'arrêter quelqu'un maintenant. Il y a trop de temps qui est passé depuis, tu comprends? Il y a beaucoup trop de preuves qui ont été perdues. Les gens prennent de l'âge, Robert, ils ne se souviennent plus. Écoute, moi je suis flic depuis 25 ans maintenant, inspecteur à la criminelle depuis 12. Tu fais quoi toi comme métier? Tu sais ce que je fais comme métier. métier. Tu es dessinateur. Où tu veux en venir? Au fait que Zodiac c'était mon boulot, Robert, pas le tien. Voilà, on prend encore de haut les dessinateurs. Avec la VF de Marc Ruffalo. Cette scène-là, c'est la scène que Fincher a refait 56 fois, un truc comme ça. Ah ouais? Et la scène qu'il y a dans le film, c'est la 56e prise. D'accord. Ah ouais. Le mec, il a refait.
il a refait faire, et je crois que c'était une des premières scènes filmées, parce que j'ai revu le film avec les commentaires audio, je l'ai bien aimé. Je l'ai regardé en allemand non sous-titré. C'était une des premières scènes qu'il a filmées. Il a rendu Gyllenhaal et Mark Ruffalo fous. Ah bah, ça se voit pas. Mais à la fin, il a gardé la 56e prise. Non, je veux dire, ça se voit pas qu'ils se détestent énormément en fait. J'ai pas ressenti. De quoi qu'ils se détestent? Bah, quand Mark Ruffalo il en a marre que Robert le stalk va chez lui et tout, qu'il lui dit mais t'arrêtes de venir chez moi, maintenant t'arrêtes de m'appeler. Bah ça se ressent pas trop qu'il est trop vénère. Enfin 56 fois là. Non. Mais cette scène, elle est faite en. Je déteste encore plus Mark Ruffalo. Parce qu'il a le visage un peu rieur, je trouve, peut-être. Et c'est ça. Moi aussi, je n'aime pas le. J'aime bien Mark Ruffalo, il joue bien, je trouve. Putain, ouais. Elle est bon. Ouais. Cette scène-là, le truc sur lequel il fallait vraiment s'arrêter, c'est que c'est filmé en 2 plans. C'est une scène de 5 minutes où il y a 2 plans. Et du coup, le rythme de la conversation, t'as l'impression que ça a été monté et coupé. Tu vois. Et en fait, la caméra s'arrête pas. Ah, d'accord. Et du coup, pour avoir le bon rythme, il a refait faire ça 50 fois. Il les a rendus putain, ouf, mais quoi. 56 fois, t'imagines. Putain. Bon, ça va, pour ton premier jour de tournage. Ouais, bon. Ah ben, regarde, Shelley Duvall, elle est devenue dingo à cause de refaire beaucoup trop de scènes. Ouais, mais c'est la scène de la hache. On va passer à la prochaine rubrique. Si vous voulez bien, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Très bien. La prochaine rubrique, c'est le quartier libre. Et c'est tout de suite. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et donc nous allons pouvoir maintenant name dropper des titres de films de serial killer. On a le droit de dire des titres de films qui ne sont pas reliés au réel. D'accord ? Non, ça sera trop compliqué. On donne la parole à notre ami Juan. Je vais faire du évident M le maudit. M le maudit, oui, très bien. Parce que c'est la base du film de serial killer. On fait un tour ou je dois... Non, vas-y, tu peux en dire 2, vas-y. Le silence des agneaux. Oui. Ça fait 2, hein. Ouais, ça fait 2. Non, je réfléchis, c'est vrai que je n'étais pas préparé à la question. Dis-nous pourquoi tu aimes ces 2-là en particulier. M le maudit, parce que déjà l'expressionnisme allemand et toute cette période post ça, c'est incroyable en matière de mise en scène parce qu'on essayait plein de choses et que le film pose beaucoup de codes du serial killer, sauf qu'il a la satisfaction par rapport à tous les autres qu'on se fait exprès de se dire on l'a jamais attrapé. Et là, on l'a attrapé, niquez-vous. On lui a lapidé sa mère. Et il y a une des scènes les plus traumatisantes quand même du cinéma, la scène de la petite fille avec son ballon là. Enfin, moi ça m'avait traumatisé la première fois que je l'ai vu. Moi je l'ai vu jeune. et le silence des agneaux parce que on n'a pas un mais 2 tueurs déjà. C'est vrai. Spoil. Parce que bon, on n'a pas vu le silence des agneaux, mais ouais, on pense direct à Hannibal Lecter, mais Buffalo Bill c'est quand même un des tueurs en série les plus hardcore de l'histoire du cinéma. Et ça dévoile aussi le personnage d'Hannibal Lecter qui déjà est très bien joué dans ce film. Mais tout l'univers autour de ce personnage, tous les films, les livres, même la série avec Mikkelsen qui est excellente, enfin, d'une certaine manière, elle a quand même des défauts, mais c'est tout un univers que je trouve fascinant. Et après, il y en aurait pas mal d'autres, mais il faudrait que j'y réfléchisse. Donc je passe donc la main à Joss, si j'ai le droit. Vas-y. Eh bien, écoute, je te prends la main, et du coup, je vais pouvoir parler de... bon, non, on l'a déjà cité, mais effectivement, C'est arrivé près de chez vous, qui était anciennement mon film préféré. Ah ouais. Oui, carrément, que j'ai vu à l'époque trop jeune, je pense d'ailleurs. Mais bon, bref, rapidement, c'est un film qui une espèce de réal TV, enfin documentaire sur un faux tueur en série qui est joué par Benoît Poelvoorde, ou son premier rôle d'ailleurs. Qui est un tueur qui est un tueur froid, mais qui est à la fois cultivé, qui a de l'humour. C'est filmé caméra à l'épaule, façon documentaire. C'est une équipe de télé qui le suit. C'est une équipe de télé, oui, c'est ça. Et bref, voilà. Et bon, j'en dis pas plus, mais c'est un excellent film. Si vous aimez l'humour noir, c'est excellent. C'est excellent. Et je suis content de pouvoir parler d'un film dont on parle assez peu, que je trouve mérite un peu le focus, qui s'appelle Fantôme contre Fantôme. Donc c'est Peter Jackson avant d'être vraiment connu en tant que Peter Jackson, parce qu'avant c'était un peu plus obscur. Et là, il est dans sa période de transition puisqu'il commence à toucher un petit peu à Hollywood et aux grosses productions. Donc c'est Fantôme contre Fantôme qui est avec Michael J. Fox et qui parle en fait d'un mec qui voit des fantômes et en fait qui monte des arnaques grâce aux fantômes avec qui il est de mèche, on va dire, Michael J. Fox. Et en fait, il va se passer qu'il va y avoir justement une espèce de tueur en série, mais on est beaucoup dans le paranormal. On est à la fois dans la comédie et dans le film un peu de paranormal, de tueur en série. Et
rapidement, il va se trouver que on a un parallèle justement avec le même genre de film de couple, en fait, de couple de tueurs, quoi. J'en dis pas plus, mais vraiment, regardez-le. J'espère qu'il a pas trop mal vieilli au niveau des effets spéciaux, parce que c'était les années 90, juste avant. Je crois que c'est le film qu'il a fait avant Le Seigneur des Anneaux. Oui. Ouais. Donc voilà. À l'époque, d'ailleurs, j'avais été bluffé par les effets spéciaux, donc j'espère que ça va. Mais bon, au-delà de ça, vraiment, c'est un bon film à découvrir si vous ne le connaissez pas. Ça a vieilli comme un bon vin en matière d'effets. Ah, je suis très content. Comme du Poltergeist, tu vois que c'est vieux, mais c'est cool, quoi. Ouais, c'était d'ailleurs mon deuxième, c'est devenu mon film préféré. Après, c'est arrivé près de chez vous, je l'avais vu en salle à l'époque, et c'est notamment pour la qualité des effets spéciaux. Il y avait des effets de synthèse à l'époque que tu ne voyais pas beaucoup, et voilà. C'était justement pour rentabiliser toutes les machines qu'il avait achetées sur ce film qu'il a lancé Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'il avait acheté beaucoup trop de trucs pour faire des effets spéciaux. Merci pour cette anecdote géniale. Il a cherché un film à effets spéciaux. Ah ouais, d'accord. Adrien, tes 2 films. Moi je vais faire dans le très récent et dans le pas très connu. Que Dieu nous pardonne, qui est Dios nos perdone, un film espagnol de 2017, un truc comme ça, que j'ai adoré. Je me suis rattrapé des films de tueurs en série du coup pour ce podcast. C'est un mec qui tue des vieilles, qui viole et qui tue des vieilles à Madrid en plein été sous une canicule pas possible. C'est hyper bien. J'étais dans le film tout le long. Et un film sud-coréen qui parle de mémoire et qui parle de meurtre. Oui. Quel sera-t-il? Attends. C'est Okja. Qui s'appelle La mémoire assassine, 2017. Oh, tu nous as enculé. Celle-là, vous l'avez pas. Oh là là. C'est l'histoire d'un tueur en série qui a Alzheimer, qui commence à perdre la mémoire du coup, qui finit par rencontrer un autre tueur en série qui se rend compte qu'il perd la mémoire et qui essaie de lui attribuer ses propres meurtres pour s'en débarrasser, pour se disculper. C'est le gagnant du festival de Beaune de 2017, un truc comme ça. Et ça a tous les défauts d'un film de festival. C'est pas si bien que ça. C'est un solide 7 sur 10 maxi. Mais j'étais dans le film tout le long et j'ai adoré. Ok, cool. David? Je vais commencer par Henry, portrait d'un serial killer, que j'ai adoré. On suit la vie en fait d'Henry qui est sorti de prison et il vit avec son pote et il commence il continue à buter des femmes, à les violer et tout ça par rapport au passé d'Henry, quoi, parce qu'il a été tapé par sa mère et maltraité par sa mère, donc du coup Henry est pas content. Tradit, quoi. Il a pas du tout réussi sa vie pour le coup. Voilà. Et My Friend Dahmer. C'est d'après c'est avant les meurtres de Jeffrey Dahmer, qui est un gros psychopathe serial killer américain. Et on suit sa vie au lycée jusqu'à l'université, en fait, et c'est pas mal. C'est à la fois marrant et terrifiant, parce que c'est un gros psychopathe, mais on voit pas de meurtre dans le film. On voit juste un meurtre, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il est schizophrène? Non, il est psychopathe. Ils auraient pu l'appeler Dahmer contre Dahmer. Oui. J'ai froid. La tramontane. Donc My Friend Dahmer, c'est un film indépendant plutôt cool à voir. Ok. Merci. Ok. C'est bien parce que vous n'avez pas cité pour une fois. Je te l'ai laissé. Je t'ai laissé le Star Wars. Star Wars, c'est bien. Non, j'ai même pas noté Seven, mec. Non, je ne disais pas Seven. Le psycho américain. American Psycho. Oui, dans American Psycho, il était noté. Du coup, je vais en dire un autre. J'ai bien aimé Golden Glove, qui est un film qui est pas connu, allemand. qui est sorti récemment. Qui parle d'un serial killer, c'est le pochetron du bar PMU en fait, qui ramène des vieilles dégueulasses, bien moches comme les aime David, chez lui pour les en noir et blanc, pour leur faire visiter son petit studio de 20 mètres carrés avec des posters de femmes à poil et des bouteilles de vodka vide au sol et des cadavres surtout. Et surtout, et après une fois qu'il les a, pour l'instant c'est l'histoire de ma vie. Et une fois qu'il les a ken, il les met dans son grenier, dans son mur. Ouais, c'est un mur grenier, quoi. Il habite sous les toits, quoi. Et il entrepose les cadavres ici et ça s'empile. Et comme ça pue, au bout d'un moment, il met des petits sapins qu'on met au rétroviseur. Voilà, on en est sur ce niveau de serial officiel, killer. Ton cadavre a été pimpé. Et ce serial killer est pour le coup inspiré d'un vrai serial killer. Et le tueur au sapin. Et ça, c'est ça, le tueur au sapin. Regardez-le, en plus, il y a une édition Blu-ray qui vient de sortir chez, je sais pas. J'avais envie vraiment d'avoir une belle qualité d'image. Oui, c'est ça. C'est important pour la bouteille de vodka. Je suis allé le voir au cinéma, c'était une ambiance. Je pense qu'il faut
le voir en VHS. Je sais qu'il est pas sorti, mais tu le mets en VHS. Tu le mets dans un bar PMU, tu fais un rapido. Tu fais un petit rapido avec un petit pastis, mon gars. Non, mais là, tu Ça passes rend vraiment- beaucoup d'efforts. Non mais vraiment ce film est vraiment super crasseux. Enfin tu vois quand t'as un film de serial killer avec un serial killer super sale, parce que souvent on a des serial killers qui sont super méthodiques, propres et tout. Lui il est dégueulasse. Et je vous conseille de manger des lasagnes en regardant ce film. Et il est en total impro le gars. Tu l'as vu celui-là ou pas toi? Mais on l'a vu ensemble au cinéma. Je m'en rappelle très bien. D'ailleurs, on l'oublie, mais le premier Saw, c'était aussi ce qu'on pouvait considérer comme un film de serial killer un peu crado. Oui, avec c'est une vrai, enquête oui, policière. il est dans les listes, il est dans les Pour listes, moi, ouais. sous-côté, celui-là, je trouve le c'est premier. Après, ça part en couille, mais le premier film était aussi efficace. Ouais, Pas ouais, autant ouais, qu'un carrément. Seven, mais il était pas mal. Non il était carrément bien. Carrément bien. Surtout que c'était un premier film aussi, je crois. De Oui, James, c'était le James Wan. Ouais, et, c'est le premier de James Wan. ils étaient deux, je crois, il me semble dessus. Et après je voudrais alors j'en ai noté plein. Alors il y a The House that Jack Built. Ah, j'allais le dire, mais oui, celui-là, Je il l'ai est toujours pas vu. Il est génial. On l'a il est découvert chiant. au Festival Fantastique de Strasbourg. Ça. ouais. Et c'était génial quoi. Lars von Trier et puis Matt Dillon. Enfin aussi là aussi t'as un gros casting. Et puis là t'as vraiment pour le coup le tueur en série méthodique, mais limite trop maniaque, tu vois, pas rien à voir avec le film, mais genre il retourne sur ses scènes de crime parce qu'il croit qu'il a oublié de faire un truc, tu vois. Il quitte à se mettre en danger. Donc regardez-le, celui-là c'est vraiment un chef-d'œuvre. Vous en avez d'autres à name dropper rapidement sans détailler, juste des titres. Vas-y. Vas-y. No Country for Old Men. Ok. Ok. Le projet Blair Witch. Oui. Je vous ai eu. Voilà. En prise, vous l'avez pas Tu vu, sais en que prise je l'avais noté. Hein En prise de Bill Paxton. Ah non. Chef-d'œuvre. Tueur né. Tueur né d'Oliver Stone. On l'a déjà parlé de Bah, oui, mais voilà. Le Dain. Le Dain. Ah mais oui, le Dain. Et Robert. Le Dain. Bah, disons que le Dain ça marche mieux quand même. Oui, le parce que Dain, ça marche vraiment bien. Once Upon a Time in Hollywood aussi. Il y a du. C'est pas le thème principal. C'est pas le thème principal. Allons-y. Ça parle un peu de D'accord. tout. The Voices. Est-ce que vous l'avez vu aussi? Oui. Ouais, bah oui. Génial celui-là. Avis. C'est Je plus fantastique. me suis demandé si on le mettait dans la catégorie, dans cette catégorie Fun Game. Fun Game. Fun Game. Fun Boost. Ah oui, avec Colin Farrell. Ouais, c'est ça. Mais il y a pas le côté en série en fait, je crois. C'est ça, c'est ça. C'est un s'acharne peu juste sur ça. Colin J'avais envie Farrell. d'en parler, mais effectivement, on n'est pas dans le. Greasy Strangler. Ah bah oui. Putain, j'ai oublié. Oh là là. Pourquoi j'ai S'il vous plaît. T'as pris la musique de Crazy Frog? Eh non, malheureusement, mais chantons-la. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Massacre à la tronçonneuse aussi, adapté Mais de, oui. de Ed Gein, oui. le vrai tueur qui faisait des rideaux avec la peau des gens. Et moi, je crois que j'en ai déjà parlé, mais Identity, j'ai beaucoup aimé. Arrête. Attendez. Est-ce que quelqu'un peut le violer sur place? Je propose de passer au moment jeu qui est aujourd'hui préparé par David. C'est ça, Bravo à lui. tu m'as déjà niqué une question. Ouh. Ah bon? Yes. C'était qui a préparé le. Et le générique est raccord pour le coup. Et oui, parce que c'est saut. Parce qu'il veut faire un jeu. Allez, Je vais vas-y. vous raconter une petite biographie de serial killer. Certains sont vrais, certains sont faux. Et vous allez choisir le nom du serial killer en question. J'ai essayé de trouver des serial killers connus, en fait. Oh putain. Et il y a 2 points pour celui qui trouve la fausse histoire. Parce que dans les 7 questions, il y en a une qui est fausse. Par contre, les effets sonores en fond, ça marche bien. hein. T'as vu? Donc on va commencer. Il a sévi en France dans les années 90. Jugé pour avoir ôté la vie de 7 jeunes femmes, on l'appelait le tueur de l'Est parisien. Comment il s'appelle? Émile Louis, Guy Georges ou Obi-Wan Kenobi? Guy Georges. Obi-Wan Kenobi. Alors, C'est totalement Guy Georges. Guy Georges. Guy Georges. Obi-Wan Kenobi. eh ben, il a gagné. Non, vous avez gagné, c'est Guy Georges. Merde. Bravo à nous. Il a sévi aux US of Hay. Plus de H. En plus d'enlever et violer ses victimes, il a pratiqué des actes pédophiles. Il a été exécuté en 1989. C'est... Celui-là, il est facile parce que... Al Bundy, Ted Bundy ou Donald Trump? Au hasard. moi, je dirais la deuxième. Oh, bien. Chaud, Ouais, chaud. je sais pas. Est-ce qu'il s'est fait ban de Twitter récemment? Oui. Oui. Alors c'est Al Il était Bundy. marié avec 2 enfants. Est-ce que pour les Oui, prochaines, tu oui, peux... il était marié. Il avait... Est-ce que pour les prochaines, si on trouve, est-ce qu'on a un petit temps pour chercher sans les questions à choix multiples? Oui, il n'y a pas de Comme souci. ça. Ok. peut-être Mais les qu'on- prochaines, c'est le plus dur. Donc, c'est super. Ouais, donc on va pas y arriver. Après, tu nous feras tes blagues avec les choix multiples. Très bien. Vas-y. Vous êtes prêts? Ouais. Il est atteint du syndrome de Klinefelter.
J'ai pas eu le temps de chercher, je sais pas ce que C'est la fausse histoire. C'est encore Idriss Elba, un truc il est alcoolique et bien sûr déséquilibré. Il sillonne la France à pied, en stop ou en train, et on l'appelait le routard du crime. C'est le guide Michelin. C'est qui Le petit futé. Vous savez qui c'est? Le routard du crime? Non. Ouais, il est connu. La Dame Blanche? Alors je vais vous dire 3 noms. Vas-y. Non. Francis Holmes. Merci. Michel Fourniret ou Henri Désiré Landru. Michel. Par élimination, Holmes. Je dirais que c'est Francis Holmes. Ouais, partons là-dessus. Ouais, vas-y. C'est Francis Holmes. Ouais. J'avais pas répondu ça, j'ai perdu. Qui est le père de Cathy Holmes. Oui. Oui. C'est de Sherlock. Alors, il a commis le meurtre de Sandy et Benjamin, qui étaient des capitalistes, et leurs invités. C'est quoi ce détail? Vous faites quoi dans la vie capitaliste? Vous allez comprendre. Sandy, c'est de droite. Et leurs invités, la famille C'était Johnson. Marx. Je l'ai. Un coup. C'était Karl Marx. Qui est con. Vas-y. Quoi? C'est qui le tueur? Le tueur, je veux le prénom. Oh putain. C'est Émile le tueur. C'est Émile. Ah, J'ai putain. compris. C'est Yuri. J'ai compris. Je l'ai. C'est Yuri le tueur. Ah oui, dans Red is Dead. Eh oui. Effectivement. Bon, maintenant, vous... Oui. Ok. Il mesure 2,06 m avec un QI de 145. Shaquille O'Neal. Il a tué presque. Il a tué... Shakira. Il a tué plus de 10 personnes, dont il les a ramenés chez lui vivants, découpés et eu des rapports sexuels avec leur tête. Il a fait une chose similaire avec sa mère, dont il a décapité et fait une fellation avec sa tête, bien sûr. Ah putain, Il est surnommé l'ogre de Santa Cruz. On dirait le début de présentation d'un catcheur. Tu sais, on voit. Il a. Ah bah c'est l'Undertaker en fait. Oui, c'est ça. Si c'est pas. C'est le mec de Psychose. C'est Norman Bates. C'est le mec de Ed Psychose. Gein, non, c'est pas Ed Gein, un truc ça. Non, Ed Gein, il était pas grand. c'était. Bah, il a pas décapité sa mère, il l'a gardée morte longtemps. Norman Bates, c'est un personnage de fiction. Mais en Inspiré une de ou Ed deux Gein. parties. Ça me parle. Dis-moi son prénom et son nom de famille. Je te dirai la réponse. Je vous dis son prénom. Vas-y. Ed. Hein? Ed. Ed Gein. Ed Camper. Oui. Ok. Il était vieux, non? Oui. Sinon, j'avais Pourquoi dit Rocco. Le vieux campeur, vraiment. Oh putain. D'accord, ok. Attends. C'était beaucoup trop fort. C'était vraiment. Bon, ben celui-là, tout le monde va le trouver. Super. Il est tueur en série et voleur de cadavres. Yes. Ed Gein. Oui. Il fait des masques et des meubles avec la peau de ses Arrêtez tes victimes. jingles qui niquent les oreilles. Et le film Texas Chainsaw Massacre s'est inspiré de ces faits réels. Yes. Ah, voilà. Tiens. Oh, ASMR. Oh, pas mal. Il est le fils. Il est très content de ses propres notes. Oh là là, je suis drôle. Je suis bon. Très bon, Je suis bon. Oh là là. Et celui-là, on savait pas, mais c'est un serial killer aussi. Qui ça? Mais vous allez voir. Il est le fils aîné de sa famille. Dans la nuit du 13 novembre 1974, à 3h du matin, il a tué ses parents, ses sœurs et ses frères à coups de fusil. Amityville. Mais il épargne le toutou. Il sera démontré que les coups de fusil pouvaient être entendus à 5 pâtés de maison. Pourtant, aucun voisin n'a entendu les coups de fusil, mais ils ont entendu le chien. Moi, j'ai entendu qu'il avait tué le chien et avant, il avait dit toutou, you too. Et c'était à 5 pâtés de chien. Allez. On peut couper des choses au montage? Je peux mettre ça. Voilà. Et oui, c'est Amityville. Ah, 2 fois. Ça allait valer, ça allait valer. Amityville, mais je connais pas le nom. Et c'est Ronald DeFeo Jr. Très bien. Ok. Ronald Dafoe, c'est le frère de William? Oui. D'accord. Eh bien, merci David qui a gagné. Certainement pas l'humour. La postérité. C'est ça. J'ai pas compté et je m'en bats les couilles. Oui. Je pense que c'est le volume de tes jingles qui a gagné. Oui. Et donc nos tympans Il avait raison. qui ont perdu. Mais c'est aussi là, David, il a fait des jingles pas forts là aussi. C'est pas ma faute. Comment ça, des jingles? Arrête, sinon je mets ça. Alors, merci à tous. Nous allons maintenant passer au moment que vous attendez le plus. Oui. C'est l'annonce du prochain épisode. Moi, je ne viens que pour ça. Hein. Ouais. Mais oui, tu viens que pour. Mais viens à la fin. Oui, coup, c'est ce que. Mais avant d'annoncer le prochain épisode, nous allons appeler Aude. Oui. Pour savoir ce qu'elle a pensé des films de manière générale et puis savoir comment elle va surtout quoi. Tu veux dire les films de serial killer ou les films en manière générale? Les films de manière On dit serial killer. Évidemment, elle ne va pas répondre. Bon, du coup, on va passer au moment que vous attendiez tous. Oui. L'annonce du thème du prochain épisode. On va appeler Aude. Toi, tu connais bien l'émission. Non, on va pas l'appeler parce qu'elle ne répond pas. Une impression de déjà vu. Alors, qu'est-ce que c'est
Qu'est-ce que c'est selon vous? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est inspiré de faits réels. Oui. Les pétages de Jack Gyllenhaal, vraiment. De quoi Non. C'est un fait réel. Non, dis rien, on va trouver. Je réponds par oui ou par non, allez-y. D'accord. Les films d'archéologie. Non. Belle tentative, celui. Les musiciens. Non. Les films qui se passent sous terre. Non. Les films policiers. Non. Les films de volcans. Non. Les films de James Bond. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent mouillés? Ça se peut s'ils prennent une douche. Ah oui, les films politiques. Non. Avec Chirac. C'est politique, mais c'est pas... Vraiment. Les films de président. Non. Les films de milliardaires. Non. C'est politique. Mais tu sais que les films de milliardaires, je me suis intéressé dessus. Gatsby, tout ça. Ouais, carrément. Les films de moins de 2h20. Ça serait bien. Oui, ça te plaît. Les films intéressants. Bon, je vous le dis parce que vous ne trouverez pas sinon. C'est les films de secte. J'y étais presque. Mes préférés. Oui. David adore ça, les films de secte. Il en est. Parce que j'en suis dans une. C'est ça, on le sait. J'adore Raël. Donc, les 3 films sont du plus vieux au plus récent toujours. Elmer Gantry, le charlatan. De 1960, film de Richard Brooks. Putain, rien que le nom, ça fait flipper, quoi. Qui parle de la secte du mouvement revivaliste américain. Donc, à savoir, pour réveiller la foi assoupie en chacun de nous. Eh oui. Ouais, c'est vrai. Ensuite, il y a Mississippi Burning de Alan Parker. Oui, très bien, celui-là. De 1988. Sur les meurtres de la Freedom Summer. Ce qui est bien, c'est que quand tout le monde dit excellent, du coup, vous spoilez votre avis de la semaine d'après. Et après, quand on le voit, on fait j'ai pas aimé. Ça filme des arbres. Et le dernier, c'est un peu triché parce que c'est un documentaire. Ouais, c'est Oh là là. Voilà. Du coup, tu vas devoir regarder des films pour contrebalancer. On l'a déjà vu, c'est le truc d'Indien. Non, c'est Johnstown, The Life and Death of People's Temple de 2006. Donc c'est un documentaire sur Jim Jones et les People's Temple. Apparemment, il y a eu des tueries de masse dans un truc comme ça. J'en sais pas plus, je me suis pas trop renseigné. Ce sont les 3 films à voir pour le mois prochain. Est-ce que ça aurait un rapport avec le Brian Jonestown Massacre? Connaissez-vous pas? Non. C'est un groupe de rock assez dingo. D'accord. Eh bien, écoutez, cet épisode se termine. On remercie beaucoup Juan d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Tu reviens quand Et désolé, hein. Oui. Je dis toujours désolé au cas où. Tu as raison, fais de la prévention. Et donc, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver évidemment sur Instagram, donc podcast sans visage. On poste des mèmes sur le cinéma qui sont parfois rigolos, parfois très rigolos. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire 17 étoiles sur Apple parce qu'on aime ça et qu'on n'en a pas. Beaucoup, pas assez, jamais assez. Voilà, faites-nous de la pub, faites-nous des retours en général. On est là, on vous attend. Bisous les copains. Et bisous. C'était agréable. C'était très bien. On se retrouve le mois prochain. Et par contre, la secte Raël, elle embauche des gens. Faut juste payer 2000 € pour y aller la journée, mais c'est pas cher. Mais après, vous serez ressorti, vous serez éliminé. Le mois prochain, tu fais de la propagation, j'allais dire, de la propagande. Commence à y aller, c'est moins 50%. Au revoir. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment tu marrant? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me tapes dans la gueule. Il y en a une qui s'est parfumée à mort dans le coin. C'est la période difficile du mois. Putain, je te jure. Et aussi ceux qui aiment les docu-fictions très longs, Adrien, ils ont pu aimer, quoi. Oui, désolé. J'ai cru que vous alliez vous battre. Baston.